Bonsoir à tous, bienvenue en ce lundi soir, c'est la partie magazine de LFNA TV, 11e édition. LFNA Le Mag sera consacré à l'employabilité dans le football amateur. Nous décortiquerons cet aspect du foot dont certains clubs sont déjà adeptes, pendant que d'autres hésitent encore, alors que des dispositifs et des moyens importants sont mis en place à destination des clubs membres de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Nous aborderons la thématique des responsables techniques jeunes, de l'alternance entre les brevets d'entraîneur ou le brevet de moniteur, sans oublier l'éligibilité service civique. Nous avons du beau monde sur ce plateau en ce lundi soir. Philippe Legrand, référent à la direction régionale jeunesse et sport, référent emploi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On aura pas mal de questions à vous poser. Guillaume Latry, chargé de mission à la LFNA, est avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu en compagnie de Noureddine El Attaoui. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux chargés de mission. On va évoquer vos différents rôles dans quelques minutes puisque vous êtes là aussi au service des clubs. Nous partons au Taillan Médoc en Gironde, à l'AS Taillanaise. Alexandre Tappe aide le club à poursuivre sa structuration. Enfant du club, il est engagé et bienveillant auprès des enfants de son groupe d'enfants. Un reportage de Julien Curcy pour LFNA TV. Alors je m'appelle Alexandre Tappe, donc je suis salarié au club de l'Amicale sportive taillanaise où je suis agent de développement avec une partie de mon temps de travail sur les terrains et une seconde partie plutôt sur le projet club et tout ce qui tourne autour du club. Alors sur la partie terrain, donc je suis RTJ, les catégories U6 à U19 depuis cette saison. Donc ça comprend l'accompagnement des coachs, l'intégration sur le plan de formation pour les envoyer aux formations du district. Ça comprend tout ce qui est création des séances d'entraînement, les cycles, etc. Le suivi des jeunes footballeurs, ce qui est mis en place au sein du club. Et après, sur la partie projet club, donc on a créé un projet club, on a profité du Covid en fait pour relancer un nouveau projet club. Et donc à partir du constat qui a été fait sur la situation du club, on a recensé un petit peu les axes qui étaient un peu prioritaires à développer sur les prochaines saisons. Et donc mon rôle, c'est de coordonner un petit peu tous les responsables de commission sur ce qui peut être fait pour atteindre nos objectifs. On accompagne aussi les joueurs qu'on connaît, qu'on suit depuis que tout petit. On les accompagne durant leur cursus ici au Taillan. Puis on espère les emmener loin. Je mets que des bains. Vous êtes à deux aussi, vous les garçons, ouais, vous êtes à deux. Et vous avez le droit de tirer aussi sur l'autre petit côté, hein, on l'a dit. Hein. D'accord? Vous choisissez. Nous avons souhaité leur mettre, je dirais, le pied un petit peu à l'étrier, qu'ils aient un premier emploi, qui plus est dans le sport, puisque c'est quelque chose qui les affectionne. Ils apportent énormément, c'est les enfants du club, c'est déjà très important pour nous aussi. Ils sont connus, reconnus, de par le temps qu'ils passent dans le club, depuis le temps qu'ils sont également dans le club. Hein. Pour certains, ils sont là depuis leur plus tendre enfance, je dirais. Voilà, donc c'est important pour nous. Pas obligé de savoir faire les lacets après. Tu vas avoir des scratchs toute ta vie? Ouais. Tu ne sauras jamais faire les lacets quand tu seras grand? Ça m'étonnerait ça. J'en parlerai à maman, mais à mon avis, elle n'est pas d'accord. Au niveau des relations avec les jeunes, alors sur les tout petits, on est vraiment sur le plaisir de la pratique. Donc on a, notamment sur les catégories U6, U7, on prépare pour eux tout un tas de jeux qu'ils connaissent déjà en fait pour les avoir fait à l'école. Avec la seule variante, c'est que on leur met un ballon dans les pieds et sans s'en rendre compte, en fait, la saison est divisée en 5 parties par exemple pour les U6, U7. Et en fait, à chaque période de l'année, on travaille quelque chose de spécifique. Eux ne se rendent pas compte, eux ils s'amusent et puis en fait nous ça nous permet de les corriger, de commencer à leur apprendre 2-3 choses. Et voilà, on s'assure que le plaisir y est. J'aimerais bien que vous posiez vos sacs correctement sous le tableau blanc. Parce que quand vous les mettez partout, c'est dans le passage. Vous les mettez bien au fond. Sous le tableau blanc, on passe les affaires. Allez, on rentre. Ça renforce les liens entre les jeunes et le club. Ça leur permet de créer des ponts. Un pont
un pont amical, un pont des liens au sein du club, et ça leur permet aussi de voir ce que peut faire un jeune au sein du club, comment il peut s'investir, de quelle manière, et qu'il y trouve aussi du plaisir et un avenir. Il y a beaucoup d'accompagnement à faire, c'est des places où ça tourne beaucoup. Là, les jeunes qu'on accueille qui sont en études, quand ils sortent d'études, ils sont plus forcément dans la région où ils rentrent dans la vie professionnelle, donc ils sont plus forcément disponibles. Donc ça, c'est un petit peu un éternel recommencement, mais c'est forcément un axe prioritaire pour n'importe quel club, quoi, je pense. Mais non, on est pas nickel. Attends, nous, on est troisième. C'est bon les garçons. Un exemple parmi tant d'autres sur cette belle région de la Nouvelle-Aquitaine au sein de la Ligue Noureddine El Attaoui. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au sein de la LFNA. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qu'est un service civique finalement ? Le service civique, c'est un dispositif qui a été initié par l'État en 2010 et qui consistait à proposer une mission d'intérêt général à des jeunes de 16 à 25 ans. Ça ne doit pas se substituer à un emploi. Ce n'est pas un emploi, on ne parle pas de job, on ne parle pas de contrat de travail, on parle plutôt de mission, de volontaire et de service d'intérêt général. Donc proposer un temps aux jeunes pour qu'ils se rendent utiles au sein de la société. Alors ça peut se faire dans une association et là ça concerne nos clubs de foot. Et comment ça s'organise ? Comment on fait pour obtenir ce service civique dans son club ? Pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas et qui nous regardent au travers de LFNA TV, vous pouvez nous expliquer cette méthodologie d'accompagnement ? Alors le constat qu'on a fait nous en 2018, c'est déjà de voir que ce dispositif était très peu inscrit dans les clubs de foot. Pourquoi ? Parce que pour recevoir des services civiques, il faut un agrément de l'État. Cet agrément doit être demandé par les structures associatives et nos clubs, pour la plupart, n'étaient pas ou au courant ou n'avaient pas les compétences pour demander son propre agrément et pouvoir recevoir des jeunes services civiques. Quand on a fait ce constat, on s'est dit mais c'est pas normal en fait que le monde du foot soit si éloigné de ce dispositif-là qui peut être un vrai outil d'aide et d'accompagnement au club puisqu'il permet de pallier aujourd'hui au manque de bénévolat dont souffrent nos clubs de foot, notamment dans le milieu rural. Et donc l'idée c'était de faciliter donc, la vie des clubs en demandant un agrément régional qui nous permette de mettre à disposition des jeunes au sein des clubs. Donc l'agrément LFNA nous permet, d'avoir des jeunes à la LFNA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un agrément avec l'État de 1000 services civiques que la LFNA se donne comme possibilité de mettre à disposition des clubs. Ce qui veut dire, techniquement parlant, et pardon d'insister là-dessus, je suis président de club en Corrèze, ou peu importe le département. Je suis en 2e, 3e division de district. Premièrement, est-ce que je suis éligible, oui ou non ? Bien sûr, toutes les associations sont éligibles. Deuxièmement, est-ce que ça me coûte de l'argent, oui ou non ? Oui, mais à un moindre coût. Pourquoi ? Parce que déjà, en termes d'accompagnement administratif sur tout ce qui est montage de dossiers, sur tout ce qui est saisie sur la plateforme ELISA, puisque c'est une plateforme mise en place par l'État qui nous permet de saisir directement les contrats et d'avoir l'interface avec l'État. Donc tout ce travail de préparation est pris en charge par les services de la Ligue. Le président de club dont vous parlez n'a plus qu'à nous solliciter à nous en direct, nous transmettre la candidature d'un jeune et surtout identifier la mission. C'est l'élément central en fait, du dispositif service civique. C'est-à-dire que notre agrément ne nous permet pas de faire ce qu'on veut. On a signé cet agrément avec l'État avec une charte de qualité, avec des axes de mission qui sont déjà prédéfinis avec l'État. On ne fait pas n'importe quoi et... Exactement. D'accord. Donc c'est structuré et c'est une sorte de professionnalisation indirectement aussi. Indirectement. C'est-à-dire que ce n'est pas de la professionnalisation, mais on évite que ce dispositif soit utilisé pour autre chose. Est-ce qu'il a des missions spécifiques, le service civique ? Oui. Donc nous, on a un agrément qu'on a validé avec les services de l'État et notamment le travail qu'on a effectué avec Virginie Capot qui a fait un excellent travail sur le dossier avec nous. On est parti sur 5 axes de mission.
Le premier axe consiste à développer tout ce qui est mission autour de la citoyenneté. Nous, on a un outil fédéral qui est extraordinaire à développer dans le club pour les aspects citoyenneté, qui s'appelle le PEF, le projet éducatif fédéral. Mais les clubs peuvent développer aussi d'autres thématiques citoyennes à développer avec leurs jeunes. Ça peut être autour de l'environnement, ça peut être autour des discriminations, ça peut être autour de la malbouffe. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça consiste à accompagner le jeune, et le jeune accompagne le club dans toutes les missions de communication. Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être aller couvrir des rencontres, ça peut être aller couvrir des événements, mais en tout cas aider à la communication du club. Mais ils ont un tuteur ? Oui. Qui est à la Ligue, donc ? C'est un élément obligatoire. Chaque club qui demande un service civique non seulement doit nous présenter un projet d'accueil qui tienne la route, qui cadre avec notre charte de qualité, mais aussi avec un tuteur qui doit l'accompagner. Ça veut dire que techniquement, et pardon d'insister là-dessus, mais pour que tout le monde comprenne bien, la Ligue a un secrétariat qui se charge de faire les dossiers pour les clubs. Tout à fait. C'est ça ? Vous les supervisez donc tous les deux ? Nous, on reçoit une demande d'un club pour recevoir un jeune. En général, ils ont déjà le candidat ou la candidate. Si ils sont au fait du dispositif, ils vont nous envoyer un projet bien bouclé avec une mission bien définie, un tuteur et un plan pour le jeune. S'ils n'ont pas l'habitude, nous on les accompagne à bien flécher leur mission et à bien mettre les choses en place pour qu'on puisse être dans les clous. Est-ce qu'il faut avoir des compétences spécifiques pour occuper un service civique ? Aucune. Justement, on ne doit pas demander des compétences aux jeunes, on doit juste demander aux jeunes d'avoir une motivation. Je suis nul à l'école, pardon Noréline, je suis nul à l'école. Socialement, je suis victime de plein de choses, et notamment de la misère. Vous leur tendez la main à ces jeunes-là ? Bien sûr, aucune discrimination, mais on tend la main à des jeunes qui sont complètement décrochés du système scolaire, mais aussi à des jeunes qui sont en STAPS ou autres, qui sont dans une démarche plus d'études, voire même professionnelle. Combien il y a de candidatures par an ? Comment ça se passe ? Nous, Vous évoquiez 1000 postes, est-ce qu'ils sont tous pourvus ? Non, pour le moment, non, mais on y travaille. Nous, on a eu, à cause du Covid, une baisse de demande qui a été significative sur la saison 2019-2020. Et là, on repart, on est sur une estimation aujourd'hui en 2021-2022 de 600 services civiques déployés dans les clubs. Et à terme, donc, vous voulez arriver à ces 1000 ? À terme, on a quasiment 1500 clubs, donc si on considère que chaque club peut avoir un service civique, c'est minimum 1500 à terme. Je suis un club de National 3, je veux 10 services civiques. Est-ce que vous me les octroyez ? Bien sûr, si les missions sont fléchées, que ça cadre avec les missions et qu'il y a des personnes, des tuteurs pour accompagner les jeunes. L'aspect accompagnement est très important. Donc le nombre là, ce qui peut poser problème, c'est surtout l'accompagnement qu'on va donner aux jeunes. Il ne s'agit pas de faire signer des missions aux jeunes pour les larguer dans la nature. Il faut les accompagner. L'accompagnement, il consiste à leur donner les moyens pour mener à bien leur mission dans le club, les accompagner dans leur mission. Et l'accompagnement consiste aussi à les aider à dégager un projet de vie, un projet personnel. C'est-à-dire qu'au bout des 8 mois de contrat, le jeune faut qu'il ressorte de là avec un projet de formation, pour ceux qui n'en ont pas, ou un projet professionnel. Et un club a-t-il le droit de recruter, s'il le souhaite, le cas échéant, ce service civique dans le cadre d'un CDD ou d'un CDI ? Alors non, mes collègues en parleront après. Le service civique, nous on le considère comme la première marche vers l'emploi. Et ensuite, il y a d'autres dispositifs sur lesquels on travaille qui permettront aux jeunes d'évoluer dans son club. Et on l'espère jusqu'à la professionnalisation et la pérennisation d'un poste. Ce qui nous amène à prendre la direction de la Corrèze au sein du club de Varèse où Mathias Alves est apprenti en vue d'obtenir son brevet de moniteur de football. Engagé, apprécié de tous, il aide au développement de sa structure. Julien Curcy l'a rencontré pour LFNA TV. Je m'appelle Mathias, j'ai 26 ans. Je suis au club de Varèse depuis maintenant 4 ans. Je suis apprenti BMF au club et j'ai différentes missions pour le club dans le cadre de mon apprentissage. Apprenti BMF, c'est déjà tout d'abord une formation, le brevet de moniteur de football. C'est une formation qui regroupe les différents CFF, les différents certificats fédéraux ainsi que certains modules. L'apprentissage nous permet aussi d'avoir des modules complémentaires dans notre formation. Et c'est également aussi un bénéfice pour le club puisque ça permet d'avoir une personne qui est salariée, puisque le contrat d'apprentissage c'est un contrat salarié, à temps plein au club.
Donc ça permet d'effectuer différentes missions et de développer certaines choses qu'un bénévole par exemple n'aurait pas le temps en tout cas de développer, en tout cas pas aussi largement. Ouais, tu lui remets à Jérém. Jérém, tu fais partir Stéphane sur le côté, d'accord? Et ensuite on va venir trouver 2 joueurs devant le but, toi au deuxième, toi au premier, ok? On essaye? Donc je m'occupe d'une catégorie, je suis responsable d'une catégorie, les U19. Je m'occupe également des tout petits. On a une équipe, on a une catégorie de joueurs de 3 et 4 ans. Donc je m'occupe d'eux les dimanches matins. Je suis également responsable d'une section Fit Foot. Donc c'est une section foot loisirs qu'on a lancée depuis l'année dernière au club, puisque je suis également référent Fit Foot à la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite j'ai des missions diverses sur ce qui va être tout ce qui est la communication. Je suis également responsable technique jeune au club, donc j'organise des réunions techniques avec les éducateurs. Je coordonne le travail des éducateurs bénévoles. Et voilà, on essaye de coordonner tout ça pour arriver à différentes missions et avoir un panel assez large de missions et pouvoir un petit peu toucher à tout au sein du club. C'est une opportunité énorme qui nous est arrivée, puisqu'il est arrivé par l'intermédiaire de l'entraîneur senior il y a 4 ans. Et il s'est tout de suite impliqué dans les jeunes pour une équipe. Et après, il en voulait toujours s'occuper plus de ces choses. Et un jour, il y a 3 ans, il nous a demandé, il voulait préparer un BPGEPS. Il nous a demandé si on pouvait le prendre en apprenti. Donc nous, dans le projet club, on sentait une opportunité intéressante et donc on s'est lancé dans l'emploi d'apprenti et avec Mathias. Un côté ouvert, sur le côté fermé. Attendez, des ballons derrière. Mes ambitions, c'est après le BMF de pouvoir continuer potentiellement sur un apprentissage BEF, un brevet d'entraîneur de football, qui est le diplôme au-dessus. Ça me permettra d'acquérir un petit peu plus de compétences et ça me permettra aussi de continuer à développer toutes les pratiques et tous les projets que j'ai déjà mis en place au club, de pouvoir pérenniser aussi certaines choses qu'on a mis en place et pouvoir continuer à apporter au club de par ma connaissance du club et de par aussi mes compétences que je vais développer à travers les diplômes. C'est la discapacité. C'est ballon des 19. Tu vas venir dans la caisse. C'est pas à nous celle-là? Non, c'est les mêmes. Ah bon, on vole pas mes ballons. Exemple que cette situation à Varèse en Corrèze. On remercie Julien Curcy pour ce très beau reportage. Philippe Legrand de la Dragesse est avec nous. En quoi vous intervenez pour ces formations? Nous intervenons principalement au niveau financier. C'est pour ça que je pense que c'est Guillaume qui va développer le sujet de l'apprentissage spécifique. Moi, je subventionne en fait toutes les disciplines sportives dans tout type de structure, que ce soit des clubs, des comités départementaux ou même des comités régionaux. Et je pourrais parler de l'enveloppe. Est-ce que vous avez amené votre chéquier ce soir déjà? Ça peut nous être utile, on ne sait pas. Oui, je l'ai amené, on en a parlé dans la voiture. Qui peut s'inscrire à un programme de brevet de moniteur ou d'entraîneur éducateur? Au-delà de ces 2 diplômes qui sont proposés, nous, par la fédération et donc par notre ligue, par l'IR2F, notre institut de formation, parce que nous sommes sur la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons un institut de formation, une unité de formation qui dispense donc le BMF et le BEF en apprentissage, pas que, mais en apprentissage, 45 jeunes en BMF apprentissage, 16 jeunes en BEF apprentissage cette saison. C'est en fait un dispositif de droit commun, l'apprentissage. Donc c'est une personne qui est en recherche d'emploi sur un club qui est à la recherche d'un candidat, et ensuite on cible le diplôme. Nous on préconise donc... Ça c'est important, ça veut dire que tous les clubs n'ont pas forcément de candidats.
Alors voilà, tous les clubs n'ont pas forcément de candidats, mais dans ce cas-là, il suffit que le club se mette en contact avec le pôle emploi de proximité, parce qu'ensuite il y a un vivier de candidats. Aujourd'hui, le monde du sport est quelque chose d'attractif. Aujourd'hui, Mais comment vous les recrutez? Où est-ce que vous trouvez ces jeunes? Vous allez les chercher dans les lycées, dans les clubs, dans les associations? Comment ça se passe? La plupart du temps, sur tous les profils, sur l'immense majorité des profils, ce sont des jeunes qui avaient été ciblés dans le club. Ce sont généralement des jeunes qui sont issus du club, qui sont des joueurs, souvent des joueurs anciens, qui ont fait toute leur classe dans le club, qui ensuite... Donc au lieu de lui donner une prime de match, on lui offre cette formation-là. Ça peut être un deal. Oui, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'offrir un parcours de formation professionnelle, parfois aussi un parcours professionnel dans le club, parce qu'on essaye de construire, on va y revenir, un escalier vers l'emploi, avec l'objectif final de pérenniser un emploi dans un club pour le structurer, pour le dynamiser et pour le faire grandir. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là. Il n'y a pas de détournement pour sous couvert de prendre un joueur. Non, la finalité, c'est vraiment un parcours professionnel et un parcours d'emploi. Aujourd'hui, une jeune fille ou une jeune femme, un jeune homme, pardon, ils ont le droit aux mêmes formations, où il y a des spécificités, si c'est du football féminin ou du football masculin? Aujourd'hui, il y a vraiment 3 diplômes phares. Donc le BMF, qu'on a vu dans le football, que tout le monde connaît, le BEF, qui est l'étage au-dessus, que tout le monde connaît, et il y a aussi également le BPGEPS, qui est un diplôme d'État, qui est proposé en alternance. Donc ce sont 3 diplômes que nous, on a ciblés, très importants dans la structuration des clubs, et ce sont surtout, j'insiste, 3 diplômes où le club peut aller rechercher des subventions publiques pour l'aider. Aujourd'hui, 2 faits financiers majeurs: le plan de relance du gouvernement, que tout le monde connaît. Le plan de relance, c'est quoi? Pour l'apprentissage, 8 000 € d'aide unique à l'apprentissage. Donc aujourd'hui, on prend un apprenti, on a 8 000 € versés mensuellement. Ça fait 633 € de mensualité mensuelle sur 12 mois. Et en plus, un dispositif complémentaire, d'où la présence de monsieur... Mais ça, c'est valable, que ce soit chez mon poissonnier de quartier, ou dans le supermarché, ou dans votre club. Le plan de relance, oui, les 8 000 € d'aide, c'est tous les apprentis dispositifs de droit commun. Et il y a ensuite l'ANS apprentissage, de la DRAGES, où il y a des dispositifs complémentaires pour essayer de tendre un coût presque à zéro pour le club, avec soit 1 500 € d'aide en plus de ces 8 000 € d'aide sur des jeunes de 21 à 25 ans, et quand le jeune a plus de 25 ans, sa rémunération augmente, vu que ce sont des tableaux d'État, et dans ce cas-là, il peut y avoir une aide jusqu'à 6 000 € complémentaires des 8 000 €. Philippe Legrand, mais j'ai l'impression que vous êtes le grand argentier, le grand donateur auprès de ces clubs. C'est un peu ça. Non, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que c'est une priorité de l'État, du ministère des Sports, de soutenir la professionnalisation dans le mouvement sportif, parce que c'est un axe majeur de développement pour toutes les structures. Et c'est vrai que sur l'apprentissage et sur le service civique, dont Nordine parlait tout à l'heure, on essaye de tendre vers un coût égal à zéro pour les structures, pour favoriser l'accès à l'emploi, puisqu'après, ce sont souvent des emplois qui sont pérennisés dans le cadre de dispositifs dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Mais quel est concrètement l'objectif de l'État? C'est de faire en sorte justement qu'il y ait une vraie professionnalisation des amateurs finalement. Oui, c'est un peu ça. Oui, parce qu'en fait, on sait bien que le mouvement sportif, l'organisation du sport en France, elle tourne autour très souvent du bénévolat, de la bonne volonté de personnes qui s'investissent dans la direction des clubs, des associations. Et on sait très bien que voilà, un salarié dans un club, un agent de développement, il participe au développement de la structure de façon phénoménale. Donc professionnaliser ce mouvement sportif, associatif, c'est une priorité du ministère. Comment, d'un point de vue méthodologie, comment vous travaillez du coup tous les 3 ensemble? Qui fait quoi en fait? Alors, je sais pas. En fait, nous, on travaille en binôme avec Guillaume sur tous les sujets, même s'il y a des sujets où lui a plus d'attaches que moi. Mais comment on fait? C'est tout simple. Nous, on est en contact en permanence avec les clubs. C'est-à-dire que nous, on a 2 numéros de téléphone où les clubs peuvent nous appeler sur ces questions-là en permanence. On met en lien ce que propose l'État avec nos clubs. En fait, nous, on ne crée rien. Ce que les dispositifs dont nous a parlé Philippe existaient déjà et ne visent pas spécialement le foot. Par contre, c'est à nous de nous organiser pour aller piocher dedans, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Donc nous, notre rôle, c'est de rapprocher nos clubs de foot à des dispositifs qui existent de l'État et malheureusement dont on a été très longtemps éloigné. Alors pardon de rentrer dans le canevas même de la formation, mais qu'est-ce que le jeune vient y faire dans cette formation? Comment ça se passe? Le jeune qui va faire soit un BMF, soit un BEF, soit un BPGEPS,
va obtenir un diplôme professionnel reconnu qui est de toute façon de fait pour être aidé par l'État, qui est inscrit au RNCP. Et donc c'est un diplôme professionnel qui va donner... C'est quoi l'équivalence ? Bac plus 2, bac Alors le BMF c'est une équivalence bac et le BEF c'est une équivalence bac plus 2 si je parle sous contrôle. Et le BPGEF c'est niveau bac. Donc l'idée c'est qu'avec ces formations-là, avec ce triptyque, avec ces 3 diplômes, parce que nous l'approche qu'on a c'est de commencer par un BPGEF, même pour aller encore plus loin par rapport à ce qu'on disait, commencer peut-être par un service civique, ensuite enchaîner avec un BPGEPS, enchaîner par un BMF, ce qui cible plus le football, un BEF. Mais après, le jeune reste au club toute sa vie. Et ensuite, la finalité, et c'est la finalité, c'est le thème de notre émission, c'est l'employabilité. Et donc la finalité, c'est créer des postes en CDI de façon pérenne, autour notamment du poste de RTJ, de responsable technique jeune, qu'on a ciblé comme un rôle central pour structurer et développer nos clubs. Alors revenons sur le programme de la formation. Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, ça dure combien de temps la formation ? 1 an, 2 ans ? 1 an. Les 3 formations, le BPGEPS, BMF, BEF, c'est des formations d'1 an. Et comment ça se passe ? Je veux faire, par exemple, le BMF, vous me prenez à la ligue, et après je suis des cours ? Complètement, c'est ça, des semaines de formation, rythme d'alternance, 3 semaines au club, 35 heures par semaine, 1 semaine en cours, soit sur le site du Hayan, soit sur le site de Puy-Moyen. Rythme d'alternance classique, comme dans n'importe quel domaine, et où on apprend le référentiel du diplôme BMF, BEF ou BPGEPS. Est-ce que ce modèle-là, typiquement, existe dans les autres ligues sportives de Nouvelle-Aquitaine, Philippe ? Oui, complètement. Oui, l'apprentissage est bien subventionné. C'est une sérieuse évolution quand même, parce que régulièrement, on voit encore les vieux grincheux, entre guillemets, qui râlent sur la professionnalisation, justement, des associations, des clubs amateurs, des institutions. Ça peut être le cas d'un district, ça peut être le cas également d'une ligue, et c'est avéré. Donc pour vous, les clubs et les institutions sont sur le bon droit chemin, finalement. Oui, complètement. De toute façon, il est indispensable d'avoir déjà de la compétence technique. C'est très très important. Donc ça, il est clair que ça en passe par là, obligatoirement. Et les vieux grincheux, en général, on trouve... Il y a des binômes qui se forment et les dirigeants de clubs comprennent très bien qu'être accompagné par un salarié, c'est indispensable. Alors je suis parent et je me dis, tiens, pourquoi pas une formation pour mon fils ? Mais la question qui se pose, c'est qui sont les formateurs ? Alors, les personnes qui dispensent les formations du BMF et du BEF, ce sont des CTR, donc les conseillers techniques régionaux de notre ligue. Donc ce sont des gens de la ligue. C'est des diplômes. Alors, le BMF et le BEF sont des diplômes fédéraux. Donc ce sont les techniciens qui donnent ces formations, pas qu'en apprentissage, qui les donnent dans un circuit classique, avec les modules CFF1, CFF2, CFF3, CFF4. Ce sont les mêmes personnes qui les dispensent de façon sous la formule apprentissage. Nous allons aborder le dernier sujet de cette soirée en partant dans la Vienne, au nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Arnaud Geroux est responsable technique jeune au sein de l'ASAC Poitiers dans le quartier des Couronneries. Son rôle est primordial dans un club qui compte parmi ses licenciés 200 jeunes âgés entre 5 et 18 ans. Sur place pour LFNA TV, Rémi Savary. Bonjour, je m'appelle Arnaud Geroux, je suis donc agent de développement de la pratique physique et sportive dans le quartier des Couronneries à Poitiers. J'ai 45 ans et voilà bientôt 15 saisons que je suis en poste ici aux Couronneries. Je suis Claude Brunet, je suis le président de l'Omnisport puisqu'on est une association Omnisport et je suis aussi coprésident de la section football. Ce club, je le connais très bien puisque je l'ai créé il y a 50 ans. Le football, cette année, on est arrivé à 300 licenciés, dont 200 jeunes. Un responsable technique jeune a plusieurs responsabilités. La première, elle est indiquée dans le titre, c'est-à-dire de permettre en fait d'assurer la continuité pédagogique et l'accueil des enfants au niveau du club de football sur toutes les catégories de football réduit. Donc qui vont des tout petits, des U5, U6 jusqu'au U13. Le RTJ est arrivé sur une opportunité. En 2006, le ministre du moment, Jean-François Lamour, avait, suite à des incidents dans les quartiers en octobre-novembre 2005, il avait décidé de créer des agents de développement dans ces quartiers-là.
Notre réussite, c'est de faire en sorte que justement tout le monde se sente bien accueilli et qu'en fonctionnant comme ça, ce qui nous permet quand même d'avoir un certain niveau sportif, footballistique, puisqu'on a aussi bien des équipes qui évoluent en département qu'en régional. Il y a cette dimension sociale, voilà, qui est importante, je dirais même qui est essentielle, puisqu'à partir du moment où on travaille dans la coordination, dans l'humain, il est important d'être à l'écoute, de mettre en avant des valeurs d'attention, d'empathie qui sont essentielles en fait à la vie du club, quoi, et à sa dynamique. La pérennisation de l'emploi, la question s'est posée donc en 2008. Nous, club, nous ne pouvions pas financer cet emploi, donc on s'est retourné vers l'État et vers la municipalité. Sur l'expérience de 2 ans, elle s'est renseignée et elle a vu que cet emploi était vraiment favorable au quartier pour le lien social, pour la paix sociale. Donc ils nous ont aidés à pérenniser l'emploi et ils ont participé à 50%. Est venu le moment où le CNDS qui finançait ces 35% s'est arrêté. La suite a été prise par l'ANS avec 8 000 € et plus 12 000 €. Là, on a été mis en difficulté. On commençait à être en difficulté. Sauf qu'est venu là l'appel de la Ligue pour la licence club, à laquelle nous avons bien sûr vu les critères et on a vu que notre emploi répondait totalement aux critères. Donc on a souscrit et la Ligue nous a donc pris en charge pour un montant de 7 000 € l'an dernier, ce qui est venu au bon moment. Je pense que cette aide de la Ligue est exceptionnelle et je voulais le souligner. Quel bel exemple là encore. Guillaume, Noureddine, est-ce que vous pouvez nous dire si tous les clubs peuvent prétendre au fait d'avoir un responsable technique jeune ? Alors oui, tous les clubs ont forcément, enfin tous les clubs qui accueillent un public jeune ont un RTJ. Qui est désigné, donc le responsable technique jeune, qui est un poste clé dans la structuration du club. Et c'est pour cela que la Ligue a mis en place ce qu'on appelle la licence club, qui a pour objectif d'accompagner un club qui a fait le choix de salarier son RTJ. Au-delà des dispositifs de droit commun et des dispositifs qu'on va préciser, dont ont droit les clubs lorsqu'ils recrutent quelqu'un, la Ligue, indépendamment, va aider financièrement sur 2 saisons, à hauteur maximum de 7 000 €, sur un poste de RTJ salarié avec un cahier des charges précis, avec la volonté que le RTJ donc, soit salarié et un BEF, donc le niveau de diplôme, et un BEF soit sans équipe, affecté, qui soit vraiment dans l'organisation générale et dans la structuration de l'accueil des jeunes. Mais d'un point de vue hiérarchique, il est en dessous du responsable sportif du club ? Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe en fait ? Complètement. Président, directeur sportif, et ensuite le RTJ s'occupe des jeunes, donc de 5 ans. Et selon les clubs, ça peut aller de 5 ans à 13 ans ou 5 ans à 13 ans jusqu'à catégorie U15. Alors, est-ce que tous les clubs ont la même aide ? Ou est-ce qu'en fonction du nombre de licenciés, etc., ça peut varier ? Comment ça se passe ? Non, parce que le coût d'un RTJ serait le même d'un club à l'autre. Donc l'aide ne change pas. Et comme disait Guillaume, l'intérêt c'est d'accompagner ces clubs qui ont déjà fait le pas, mais d'encourager ceux qui ne l'ont pas fait. C'est surtout ça l'intérêt de la licence club aussi à souligner. Alors, qui a eu l'idée de cette licence club et comment ça se matérialise ? Alors, c'est une volonté politique. C'est la seule Ligue de France qui propose ce dispositif licence club LFNA. C'est une volonté politique de nos élus qui dirigent la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. Et c'est l'étape finale de la structuration du club. Parce que préalablement, avant d'arriver sur un RTJ salarié, on peut avoir commencé le service civique. Ensuite, il s'est formé, il a passé un BPGEPS, il a passé un BMF, il a passé un BEF. On a créé un poste. Ce poste a été subventionné pour être pérennisé. Monsieur Legrand va expliciter quelles aides ont droit un club quand il crée un CDI. Et ensuite, une fois que ces aides de droit commun sur 3 ans s'arrêtent, nous, avec la licence club, on continue à aider le club sur 2 saisons pour essayer de pérenniser ces emplois qui sont fondamentaux. Ces RTJ salariés, on est convaincu à la Ligue que c'est le poste où il faut salarier en priorité. Et Guillaume, on est en train de travailler avec la Dragès, et Philippe est là pour en témoigner, pour que l'accompagnement de la Dragès aille au-delà de ces 3 premières années d'aide. Donc il va nous parler Alors aussi est-ce de la que possibilité... vous allez lâcher sur cette demande de la Ligue, Philippe ?
Ça dépendra de la qualité des emplois qui auront été créés. Non, plus sérieusement, en fait, c'est vrai que le budget en Nouvelle-Aquitaine sur l'emploi, mais sur l'emploi sportif en général, hein, est assez conséquent, puisqu'on met quand même plus de 6 millions d'euros sur l'emploi sportif aidé. 700 emplois ont été aidés en 2021, sur tout type d'associations sportives et sur tout type de discipline, hein, évidemment. Donc ça, c'est des aides en fait qui sont pluriannuelles. C'est un conventionnement. Mais le football, c'est votre portefeuille parmi les plus importants, non? Non, pas parmi les plus importants, non. Peut-être pour différentes raisons culturelles, économiques, qui font que... voilà. C'est justement pour ça... Sur ce constat-là, très important, que dit Philippe Legrand, qu'aujourd'hui, le football, qui est la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, c'est la première association sportive sur le territoire. 200 000 adhérents, 1500 clubs sur le territoire. Et aujourd'hui, pour justement remettre un peu l'église au milieu du village et capter ce dont a le droit le football amateur, nous allons faire une convention en cadre. Nous sommes en train d'y travailler, elle va bientôt aboutir, entre la Dragesse et la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine. C'est le premier sport qui va conventionner de façon générale pour lister tous les dispositifs, flécher des sommes de dispositifs pour justement essayer de vulgariser ces dispositifs pour nos clubs. En réalité, le monde du football, jusqu'en 2018 et l'arrivée de Saïd N'Djimi, n'a jamais vu l'intérêt de se rapprocher des institutions et de faire un espèce de lobbying pour un petit peu tirer les financements sur les... Oui, la Fédé de foot, enfin la Ligue de foot n'a pas voulu prendre toutes les parts du gâteau. N'a pas voulu ou n'a même pas... c'est même pas penché sur le problème. Parce que le foot s'autosuffit. Le foot n'a besoin de personne. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte avec les difficultés que rencontrent nos clubs et la crise de Covid est venue accélérer cet effet, qu'on a besoin des institutions, on a besoin de se montrer, on a besoin de sortir, on a besoin d'accompagner nos clubs. Et aujourd'hui, notre président, c'est très simple, l'escalier vers l'emploi avec objectif pérennisé à RTJ dans le club. Et nous, on a besoin des services de l'État et on va vers les services de l'État. Comment les clubs perçoivent cette sorte de professionnalisation de leur club? Vous avez des retours des clubs? Ils sont satisfaits? Comment ça se passe? Il y a deux catégories. Vous avez les clubs qui sont déjà assez structurés, à qui ça ne fait pas peur, qui vont vite passer le cap, pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et vous avez le petit club avec ses bénévoles, le petit club avec très peu de licenciés, qui est effrayé par l'emploi. Parce que le petit président qui ne maîtrise pas se dit mais je vais me retrouver au prud'homme, comment ça va se passer, comment je vais pouvoir le payer. Vous savez qu'il y a des étapes avant les prud'hommes. Oui, mais c'est des questions qui se posent. Ils sont pas en capacité aujourd'hui d'assumer un salarié. Donc nous on est là pour les rassurer. Et est-ce que vous les formez, ces présidents, justement, pour à terme qu'ils aient un salarié peut-être? Oui, complètement. Il y a des formations donc le PFFD. Oui. Le parcours de formation des dirigeants. Oui. Il y a ensuite une animation de réseau que nous allons mettre en place avec le réseau des clubs employeurs pour justement former et monter en compétence tous ces présidents de petits clubs. Et justement, je profite de cette audience. Aujourd'hui, quand on crée un poste, quand on CDIse un poste, quand on crée un emploi, aujourd'hui, il y a deux dispositifs importants qui sont méconnus, où le football ne capte pas suffisamment, je pense, en proportion de ce qu'il crée. Aujourd'hui, il y a l'ANS Emploi avec une aide de 12 000 euros sur 3 saisons, donc 3 fois 12 000 euros. Et il y a aussi, plus particulièrement dans le cadre du plan de relance, le plan Un jeune, une solution, avec pendant 2 années consécutives, 2 fois 10 000 euros. Mais ça, c'est une spécificité du football. Non, ça c'est ce que octroie la Dragesse. Sur toutes les créations, dans le monde associatif sportif, on crée un emploi, on peut demander ces accompagnements-là. Et aujourd'hui, le football, si je prends les chiffres, 24 emplois aidés, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et seulement 6 créations sur cette saison. Alors que c'est plus le nombre d'emplois qu'on a créés. C'est notre rôle avec Noureddine, c'est justement de mettre en lien tous les clubs avec les dispositifs qui existent aujourd'hui. Donc du coup, vous prenez votre bâton de pèlerin pour tenter de séduire les présidents de clubs. Oui, et puis de les rapprocher des services-là, et de convaincre les services de l'État aussi d'aller voir nos clubs. Parce que pendant longtemps, pourquoi le foot a ce retard-là sur les emplois dans les clubs, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas été toqué dans les clubs et voir, de faire des diagnostics et de voir les besoins et de les accompagner. Donc nous, on essaie de convaincre les deux. Mais bon, nos collègues des services de la Dragesse ont compris les enjeux. Philippe parlait des 6 millions d'euros d'enveloppe, j'espère qu'un jour, on va pouvoir en saisir la moitié pour le foot. Oui, le message, au moins il est clair. Il ne manque pas de limpidité, de clarté. La Dragesse, comment va-t-elle faire évoluer, si tant est que ce soit le cas, ce type de financement? Alors,
En fait, c'est pas les faire évoluer, parce que l'enveloppe en Nouvelle-Aquitaine est très très conséquente par rapport aux autres régions. C'est réussir surtout, c'est ce que disait Nordine. En même temps, c'est la plus grande de France. Oui, mais quand même. C'est réussir, comme disait Nordine, à toucher un maximum de structures. Parce que je pense qu'on est en fait sur un manque, un défaut d'information et de communication. Parce que les politiques publiques de l'État, le ministère des Sports, c'est vrai que c'est un peu une exception française. Hein. Dans beaucoup d'autres pays, ça ne fonctionne pas comme ça. Et c'est vrai que les budgets sont conséquents, mais se rapprocher du mouvement sportif et communiquer en direction des plus petites structures, à la base, localement, c'est pas toujours facile. Donc c'est pour ça que nous, on est très très bien organisés aussi sur un réseau, sur les 12 départements, avec un référent emploi par département, qui est chargé d'instruire tous les dossiers qui remontent. Avec, voilà, tout à l'heure, donc Guillaume en a parlé, sur des conventionnements pluriannuels, 3 fois 12 000 € quand même sur de l'emploi classique. Et dans le cas d'un jeune, une solution, le plan de relance qui est lié à la crise, la pandémie, on est sur des conventionnements à 2 ans à 2 fois 10 000 €, ce qui est quand même très très intéressant pour un club. Et est-ce que, selon les souhaits de Noureddine, vous allez envisager d'augmenter l'enveloppe? Je me fais l'avocat du diable. Alors l'enveloppe, elle est définie par l'ANS. L'ANS qui fait suite au CNDS. Oui. Je ne vais pas rentrer dans de grandes explications parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Et long. Donc, oui, et très long. Donc les enveloppes sont définies et régionalisées, mais données par l'ANS donc, au niveau national. Donc nous, on essaye d'optimiser cette enveloppe. Mais non, l'augmenter, ça ne sera pas possible. Par contre, augmenter la part du foot dans l'enveloppe globale. Ouais. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait 700 emplois subventionnés au niveau sportif en Nouvelle-Aquitaine et on disait 24 sur le foot. Vous voyez, par rapport à l'importance de la pratique, on est un petit peu en décalage. Donc, et ça pourrait aller jusqu'à combien? Oh, je ne peux pas vous donner de chiffres ce soir, c'est pas possible. Non, ça ne serait pas. Par contre, il faut souligner quand même que la part du foot. Mais c'est un vrai partenariat et tout le monde est un peu gagnant finalement dans l'histoire. Aujourd'hui, c'est un vrai partenariat. Il faut savoir que la convention cadre qui va être signée, c'est une convention qui annuellement, quand même, ventile plus de 10 millions € d'argent public qui vont dans le monde du football amateur sur différents dispositifs, les services civiques, le FDVA, l'ANS emploi, l'ANS apprentissage. Donc oui, c'est des gros montants et ça tend à s'améliorer. D'une année sur l'autre. Oui. Et une question très simple, et pardon pour mon côté naïf et novice ou les deux. Je dirige un club de futsal ou un club de foot pour personnes handicapées. Je suis éligible à ces aides? Complètement. Vous m'aidez, même si je suis de la même façon. Spécifique futsal? Complètement. Vous êtes affilié à la Fédération française du football. Vous êtes un club si je suis que club foot féminin, c'est pareil. Il n'y a pas de différence, pas de traitement du dossier, mais dans la manière d'aider les... Qu'est-ce que c'est qu'un club de foot, qui soit club de futsal, qu'il accueille des féminines, qu'il accueille des jeunes ou des seniors? C'est une association loi 1901. À partir du moment où vous êtes enregistré en tant qu'association 1901, vous pouvez entrer dans le dispositif. Est-ce que certaines autres ligues ont tendance à vouloir imiter votre modèle? Parce que vous disiez que vous étiez les seuls. Ça vous fait sourire? Je pose la question, attendez. Ça nous fait sourire parce qu'on a eu la chance d'avoir la visite du membre du comité directeur récemment de la Ligue Franche-Comté, qui est venu notamment sur le sujet du service civique, parce qu'on est aujourd'hui la seule ligue avec l'agrément service civique, vous imaginez, 1000 jeunes qui vont pouvoir être accueillis dans nos clubs, comme expliqué Noureddine. Et bien donc cette ligue-là est venue essayer de voir ce qu'on faisait et comprendre quel était ce qu'on va appeler aujourd'hui le service accompagnement au club. C'est un service qui va être créé en interne à la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, avec toutes ses composantes. Tout ce qu'on a évoqué rentre dans ce qu'on appelle l'accompagnement au club. Et oui, il y a des ligues qui observent ce qu'on fait, parce que je pense que aujourd'hui, la volonté politique qui est initiée depuis 2016-2017 a 10 ans d'avance sur des sujets tels que l'emploi. Et c'est passionnant pour nous, et je pense que ça va inspirer, en tout cas je le souhaite, parce que c'est la solution. Et on le voit au travers, ne serait-ce que de la production de contenu que nous réalisons depuis le début de la saison avec LFNA TV, par exemple. Bien sûr, c'est vrai que c'est assez novateur. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Faisons, si vous le voulez bien, tous les trois, un bilan de cette table ronde autour de ces 3 thématiques. On commence par vous, Guillaume. Alors moi, pour faire un bilan très très court, il faut vraiment que tous les clubs qui nous écoutent prennent conscience qu'il n'y a pas un club type pour aller vers l'emploi. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qui doit toucher tout le monde, et un jour on arrivera, je l'espère, à toutes les écoles de foot avec un RTJ salarié. Noureddine. Je confirme ce que vient de dire Guillaume, et je rajouterai qu'en plus, au-delà de des emplois dans le club, au-delà des services civiques, il y a d'autres dispositifs
dont le monde du foot est éloigné. On ne les abordera pas aujourd'hui, mais par exemple, vous prenez des clubs de foot qui sont situés dans un quartier politique de la ville ou ZRR, en milieu rural. Ils ne sont pas inscrits dans les appels à projets qui pourraient être les leurs. Et donc nous, on va les aider, on va les accompagner justement. Pourquoi un club de foot qui est dans un quartier prioritaire n'a pas accès à une enveloppe politique de la ville? Des grandes C'est une question effectivement très intéressante. Pareil pour le ZZR. Donc il y a un tas de dispositifs qu'on aimerait rapprocher vers nous, ou nous rapprocher. Enfin, il faudrait que chacun fasse un pas pour qu'on puisse se rencontrer. Ça pêche un peu dans la petite communication, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger et on y travaille. Philippe, le mot de la fin pour la Dragesse, parce que j'ai compris qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait une volonté d'accompagner, d'aider la Ligue, les clubs. Complètement. Mes collègues ont parlé du fond, moi j'ai parlé de la forme, c'est-à-dire j'encourage tous les clubs, tous les responsables d'associations à se rapprocher des services départementaux de la jeunesse et des sports, alors, qui ont changé de nom maintenant on est rattaché à l'éducation nationale. Donc nous sommes délégation régionale académique jeunesse, engagement et sport. Et nous avons dans chaque département un service départemental engagement, jeunesse et sport. Voilà, c'est dommage, on ne pourra pas le mettre sur les bandeaux en bas de l'écran, c'est un peu trop long. Vous m'en excuserez, mais on a bien compris le fonctionnement. Mais j'encourage vraiment tous les responsables de clubs sportifs à se rapprocher des services de proximité jeunesse et sport, parce qu'ils y trouveront toutes les informations au sujet des subventions, de l'aide à l'emploi dont on vient de parler pendant cette émission. Merci à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dimanche soir. Nous allons aborder le 7e tour de la Coupe de France de football. Allez encourager vos clubs. Ils ont besoin de vous. Bonne semaine.